Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1763, un royaume pour un empire. Écrit par Yann Lignreux, lu par Jean-René Lemoine. Le traité de Paris en 1763 consacre l'émergence de l'Empire britannique et met un terme aux prétentions de la France à la domination impériale universelle. L'expulsion l'année suivante des Jésuites complète une mutation nationale des élites qui entendent réduire à la colonisation économique la puissance mondiale de la France. Voltaire est dans son château de Ferney. Le philosophe à qui la royauté a interdit de séjourner à Paris et que Genève refuse d'accueillir chez elle, reçoit dans sa demeure voisine de sa seigneurie de Tournai, aux frontières de la Suisse, l'Europe tout entière, venue trouver là une sorte d'univers en réduction, tant ce bout du pays de Gex commence à attirer, tel un aimant, les nouvelles du monde. Le monde est alors troublé par une forme de Première Guerre mondiale, commencée en 1754, l'année même de l'ostracisme de Voltaire, par un coup de tomahawk contre un officier de Louis XV assassiné dans l'Ohio. La rivalité, en Europe, des Français et des Anglais exporte en Amérique, en Afrique et en Asie le fracas de leurs armées et la concurrence de leurs prétentions à l'hégémonie. Dans le château où il a appris par un courrier du duc de Choiseul la nouvelle défaite des troupes du roi au Canada, Voltaire réunit au mois d'octobre 1760 des amis pour fêter alors moins la victoire des Anglais à Montréal, après leur succès à Québec un an auparavant, que la défaite des Français incapables de conserver quelques arpents de neige dans une guerre où ces deux pays dépensaient beaucoup plus que tout ce que le Canada ne valait, comme il l'avait écrit dans Candide 2 ans plus tôt. Cette fête, il ne le sait probablement pas encore, est contemporaine des difficultés d'un jésuite, le père Lavalette, supérieur depuis 1754 des missions des îles d'Amérique. Celui-ci avait acheté en Martinique une plantation sucrière, adossée à une société de négoce, afin de favoriser le développement de son activité apostolique, souffrant jusqu'alors de moyens insuffisants. La suprématie maritime de l'Angleterre, engagée contre la France dans ce conflit nommé la guerre de 7 ans, à sa conclusion en 1763 lors de la signature du traité de Paris, conduit à la faillite de l'entreprise du père Lavalette en interrompant, par le blocus et l'occupation d'une partie des Antilles françaises, la régularité des fructueuses circulations transatlantiques. Aux aléas de la guerre s'ajouta une épidémie décimant sur sa plantation ses ouvriers et ses esclaves et précipitant la ruine de ses activités commerciales. 2 associés du prêtre affairiste portèrent l'affaire au tribunal de commerce de Marseille pour obtenir de la Compagnie de Jésus le recouvrement de leurs créances. L'ordre jésuite, ne s'estimant pas tenu d'être garant des dettes d'une entreprise banqueroutière qu'il n'aurait pas approuvée, fait déplacer le procès auprès du Parlement d'Aix-en-Provence. Le jugement, défavorable à leurs intérêts, oblige les jésuites à se pourvoir en appel au Parlement de Paris. Davantage qu'un épisode supplémentaire de sa déroute judiciaire, la conclusion du procès parisien prélude au catastrophique naufrage de la Compagnie de Jésus. Après son expulsion du Portugal en 1759, la Compagnie de Jésus est en effet condamnée en août 1762 par les juges parisiens comme étant inadmissible par nature dans tout État policé. Elle est supprimée par un édit royal de novembre 1764
et en mai 1767, les jésuites sont bannis du royaume. Voltaire pouvait, dans son toast d'octobre 1760, fêter une double victoire. Celle contemporaine sur l'illusion coloniale du Canada et l'aveuglement belliciste. Celle, alors en marche, contre un ordre de clercs qui, lié pour l'hôte de Ferney au despotisme de Louis XV, incarnait à ses yeux le fer de lance de l'offensive hostile aux Lumières qui avait triomphé l'année précédente avec la mise à l'index de l'encyclopédie de Diderot. Sa lutte contre l'infâme pouvait commencer. D'ailleurs, n'avait-elle pas déjà débuté ces mêmes années 1759-1760 à travers le combat qu'il mène contre les jésuites d'Ornex, ses tout proches voisins? Défendant le patrimoine de 6 orphelins contre l'avidité et l'influence maligne des pères de la compagnie, ne les traite-t-il pas, en dépit du respectueux attachement qu'il conserve pour l'enseignement de ses maîtres, de renards et de bêtes puantes? Cet entrelac de lieux, l'Ohio, Québec, la Martinique, Paris, Marseille et le pays de Gex, dit alors quelque chose de l'histoire du royaume. Le toast provocateur de l'anglophile Voltaire, fêtant la défaite des troupes françaises, exact contemporain des prémices de la débâcle juridico-politique des jésuites, attire dès lors l'attention sur les articulations particulières qui se défont au milieu du XVIIIe siècle, qu'il s'agisse des relations de la France au monde ou de la métaphore du corps comme organisation politique du royaume. Le traité de Paris de 1763 solde une guerre désastreuse pour la France. Elle abandonne aux Anglais toutes ses possessions continentales américaines, y préservant seulement quelques droits de pêche et de simples abris portuaires pour ses navires. La loi des armes lui fait renoncer à ce qu'elle était en train de consolider en Afrique et en Inde pour conserver, tout anachronisme bu, quelques confettis d'empire. Le mot est là. Qu'est-ce qui se joue, en effet, dans cette négociation, si ce n'est la conversion coloniale de la politique mondiale de la France? C'est-à-dire le choix fait, dans cette géographie des Outre-mer français, entre ce qui pouvait être un empire et ce qui était déjà un système colonial. Il y a là bien plus qu'un arbitrage diplomatique entre des terres qu'on se dispute et qu'on s'échange quand le sifflet des négociations internationales marque la fin de la partie. C'est une façon d'être dans le monde et de choisir, avec les habitations sucrières esclavagistes des Antilles, la plantocratie des colons contre une forme de gouvernance impériale aménageant, osera-t-on l'écrire, une expérience de la rencontre avec l'autre qui ne serait pas réduite à l'antagonisme, au mépris, à l'indifférence ou à l'incompréhension éprouvée par et face à l'altérité. Certes, il ne faut pas verser dans l'angélisme, et on sait combien la forte racialisation des rapports politiques, sociaux et culturels à l'articulation des XVIIe et XVIIIe siècles a profondément altéré les termes de l'alliance initiale entre les Français et les Amérindiens de cette large Nouvelle-France. On sait aussi qu'il y avait des esclaves au Canada et que le Code noir, adopté en Louisiane en 1724 par le Conseil supérieur de la Nouvelle-Orléans, durcit encore davantage, par rapport à sa version de 1685, les conditions d'exploitation des esclaves. Ces années 1759, chute de Québec, 1767, expulsion des Jésuites, avec pour épicentre le traité de Paris, voient donc se dessiner le visage d'une nouvelle France. Pierre-Yves Beaurepaire l'a rappelé. Le ministre Choiseul cherche à s'attirer les bonnes grâces des parlements afin d'obtenir l'enregistrement des édits fiscaux
nécessaire au rétablissement du trésor royal après la conclusion de la guerre de 7 ans. En donnant les jésuites aux magistrats gallicans qui menaient contre eux un combat vieux de 2 siècles, Choiseul veut par ailleurs affaiblir le parti dévot qui s'oppose à ses projets politiques. Ces manœuvres font davantage que cela. Il faut revenir au texte du Parlement de Paris du 6 août 1762. La Compagnie de Jésus est condamnée comme étant un institut inadmissible par sa nature dans tout État policé, tendant à introduire dans l'Église et dans les États un corps politique dont l'essence consiste dans une activité continuelle pour parvenir par toutes sortes de voies directes ou indirectes, sourdes ou publiques, d'abord à une indépendance absolue et successivement à l'usurpation de toute autorité. Ne fallait-il pas défendre le pouvoir monarchique si ouvertement menacé? C'est-à-dire, d'abord, le corps d'un homme, le roi, le père de la nation, que le canif de Damiens a blessé en janvier 1757, ce qui a ravivé dans l'esprit l'association faite depuis 1610 entre la Compagnie de Jésus et les régicides. Une proximité fantasmée que l'attentat 2 ans plus tard contre le roi portugais n'a pas peu contribué à faire ressurgir. C'est-à-dire, ensuite, protéger les prétentions de ces parlementaires parisiens à oser seuls parler au roi au nom de la nation, car ils mènent depuis plusieurs années déjà un combat dont l'enjeu est éclairé par Louis XV dans la cinglante réponse donnée en mars 1766 à ces mêmes magistrats pour tâcher de mettre un terme au défi lancé à son autorité. Le roi ne peut souffrir en effet qu'il se forme dans son royaume une association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu'il s'introduise dans une monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu'en troubler l'harmonie. Il rappelle dans ce discours dit de la flagellation que les droits et intérêts de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis avec les siens. En expulsant en 1767 les jésuites, corps étranger inféodé à Rome et à l'universalisme catholique, en ramenant en 1766 à leur subordination judiciaire et à leur relativité politique les magistrats des cours souveraines contre l'idée qu'ils se faisaient de représenter le royaume en s'émancipant du corps unique du roi, en abandonnant en 1763 l'idée impériale pour choisir de préserver le système colonial des plantations esclavagistes, la France de Louis XV, en ce milieu du XVIIIe siècle, est comme traversée par l'obsession d'un régime d'identité politique et culturelle qui se délite et qu'il faut, comme un corps blessé se contractant sur sa vulnérabilité afin d'en assourdir la douleur, rappeler à l'ordre. Un ordre, justement, ramené à des frontières imperméables et au simple corps du souverain. Un ordre national qui procède d'une puissante matrice coloniale et sexuelle. Un ordre des pères et des maîtres blancs que les fils et les frères insoumis de la Révolution de 1789, tout comme les esclaves révoltés de Saint-Domingue de 1791, jetteront à bas pour rêver de lendemains meilleurs sur un air connu composé en 1785, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire. Un air fredonné par un autre jeune révolté, sur cette autre frontière du peuple et de la nation, la dernière barricade, rue de la Chanvrerie, de l'insurrection parisienne de juin 1832. Un refrain, comme un cri de ralliement,
que Victor Hugo rendra immortel, quand bien même une balle mettra fin au chant de l'enfant.